bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être venus jusqu'ici à l'ESTP. Je connais une seule personne parmi l'assistance, un ancien étudiant, mais vous êtes toutes et tous les bienvenus. Merci également à Campus de métiers et des qualifications qui a choisi l'ESTP pour son 3e rendez-vous. Je suis Yassine Hassani, je suis le responsable du laboratoire de topographie à l'ESTP. À l'ESTP, nous formons des ingénieurs et des conducteurs de travaux et récemment, on a créé des bachelors. Donc, on a à peu près tous les ans, en total, à peu près 3000 étudiants, dont la plupart, c'est des futurs ingénieurs. Pour le laboratoire de topographie, nous dispensons des enseignements à destination des ingénieurs, des conducteurs des travaux et des bachelors technologiques et management de la construction. Et nous avons également une licence professionnelle qui est LTA, licence de topographie par alternance. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de l'émergence de la nouvelle, entre guillemets, parce que c'est une technologie qui a 30 ans d'existence, mais notamment après 2010, elle a vu un grand essor. Donc cette technologie de scanner 3D dans le monde de BTP, bâtiments travaux publics, ou dans le monde de la construction. Donc on va parler de ces instruments. Comme j'ai dit, 30 ans d'histoire. Ça a commencé avec du matériel très lourd, très bruyant également. Là, vous avez le C10 de Leica, un instrument laser, scanner laser qui est parmi l'ancienne technologie, relativement lourd. On ne l'a pas fait fonctionner parce qu'il fait beaucoup de bruit. Sinon, à partir notamment des fins de 2018-2019, on est passé sur des modèles beaucoup plus petits. Et en termes d'optimisation, du temps de travail, de la portée et tout ça, ils font pas mal de choses. Donc là, c'est la gamme des instruments statiques, mais sachez qu'aujourd'hui, et même depuis une belle dizaine d'années, on est passé sur une gamme des scanners laser dynamiques. Alors, quel est l'intérêt du scanner laser? La première chose, c'est que il y a, comme tout ingénieur, il pense à la productivité. Autrefois, on utilisait les stations totales, les tachyomètres. Je parle à un public qui connaît le métier, c'est pour cela que je me permets certains termes techniques, mais je vous invite à ne pas hésiter à me couper si jamais il y a un terme qui est un peu poussé techniquement. Donc un instrument, le scanner laser vient surtout comme une solution alternative aux méthodes traditionnelles. Donc en termes de productivité, c'est assez puissant, c'est que le scanner laser, il émet un faisceau laser avec en moyenne 1 million de points en 1 seconde. Donc selon le type, on va voir, il y a 3 technologies différentes. Selon la technologie, on est en moyenne à 1 million de points. On peut aller jusqu'à 2 millions de points en 1 seconde. Les techniques d'autrefois, ou pas d'autrefois, on les utilise toujours. La technique conventionnelle, cela fait au mieux 1 point par minute. Mais le point dont on a besoin. Et puis, quand on dit 2 millions de points, vous pouvez imaginer qu'il y a tout et du tout. Donc il y a l'aspect production qui s'est nettement amélioré, mais il y a également l'aspect sécurité où on n'a pas besoin d'aller sur l'objet, sur le détail dont on cherche à relever et après à représenter. Donc les accidents de route et tout ça sont minimisés au mieux. Et puis ce qui est le plus important, vous savez peut-être l'enjeu pour un géomètre.
c'est la précision. Donc on ne prime pas sur la qualité, la précision, elle est garantie. Donc on fait un nuage de points. Si on reste sur une station 10 minutes, donc vous pouvez compter 1 million de points en 1 seconde, fois 60 secondes, fois 10, combien on peut avoir de points. Et cet ensemble de points, on l'appelle nuage de points. Et chaque point, il est déterminé avec 3 dimensions, en 3D. Donc, ce qu'on appelle par abus de langage X, Y, Z, les géomètres ils sont très sensibles, notamment les géodésiens, à cette appellation X, Y, Z, c'est plutôt easting, northing et altitude. Parce que X, Y, Z, pour nous, c'est des coordonnées géocentriques par rapport au centre de la Terre. Mais on va rester sur cette appellation X, Y, Z. Pour tout point, il est déterminé en 3 dimensions. Et puis, il y a une facilité, une interopérabilité avec tous les logiciels de DAO, CAO et également du BIM. Donc, il y a cet intérêt qui est majeur. Donc, si je résume le principe, on a 2 parties importantes, ce qu'on appelle l'embase, elle est fixe, et puis on a la partie du haut qui comprend essentiellement un moteur horizontal, et du coup notre scanner il va tourner librement 360 degrés horizontalement, et puis le faisceau laser, il est émis depuis cette machine-là, pour être réfléchi sur ce miroir, et ce miroir il tourne avec un miroir vertical, donc 360 degrés verticalement et pareil 360 degrés horizontalement. Donc cela sous-entend qu'il est capable de tout relever autour du scanner, à l'exception de la partie du trépied, sinon techniquement c'est capable de le faire. Avec les techniques, le GeoSLAM ou les scanners laser dynamiques, on ne parle plus de parties non couvertes. Donc c'est à peu près la technologie commune, quel que soit le scanner laser, mais il y a 3 types de scanners laser. C'est pour cela, avant de dire je vais utiliser un scanner laser, il faut comprendre pour quel usage. Est-ce qu'on va travailler à l'intérieur pour des plans d'intérieur, pour des plans architecturaux, pour l'industrie, la tuyauterie, ou je vais travailler à l'extérieur pour la cartographie de l'extérieur, pour le revêtement de façade et tout ça. Donc en gros, si on rentre au fond du scanner laser, on a 3 technologies d'émission et de réception de l'onde laser. C'est soit par décalage de phase, soit le temps de vol, ou par triangulation. Et selon le besoin, donc on a 3 critères ou 3 enjeux, soit la précision, soit la vitesse d'acquisition, ou la portée. Donc il y a des instruments qui peuvent aller émettre un faisceau laser jusqu'à 300 mètres, et d'autres qui ne peuvent pas dépasser 100 mètres. Par contre, il y a les faisceaux laser qui sont limités, ils ne peuvent pas relever tout ce qui est à une distance inférieure à 1 mètre. Donc en gros, je répète, le plus grand enjeu pour un géomètre, c'est la précision. Et la précision, elle est définie par des classes de précision. Il y a un arrêté de 2003 qui définit les classes de précision. C'est un document auquel on se rattache, mais dans toutes les conditions, on a, quel que soit le type de scanner, on n'est pas loin de la précision voulue. En termes de vitesse, si on compare là, par exemple, une mission d'une journée avec les techniques conventionnelles, elle sera réduite à maximum 1 heure de terrain. Je parle de terrain. Donc la question de vitesse, là, elle est relative. Donc quelle que soit la construction,
on a de fortes vitesses. Ce qui est le plus important, c'est la portée. Est-ce que j'ai besoin de relever la maison de famille que vous voyez là-bas, ou j'ai besoin de relever que l'intérieur ici? Donc ça joue énormément dans le choix de scanner. Ça joue énormément cette notion de portée. Donc on a des scanners statiques, on fonctionne toujours avec des scanners statiques, comme des scanners dynamiques, notamment pour le mobile mapping. Vous avez peut-être vu ça dans la ville, notamment, des véhicules, là sur le toit, un instrument comme ça. Sachez que c'est un scanner, c'est pas un radar pour la vitesse. Comme là, le Street View, par exemple, de Google, c'est à partir de le mobile mapping avec soit de la photogrammétrie terrestre ou la lasergrammétrie à partir de scanner laser. Ici, vous avez un modèle de backpack, de sac à dos qu'on met dessus. Avec une centrale inertielle, on peut se positionner même dans des tunnels. Aujourd'hui, le besoin à scanner des tunnels, avec notamment le Grand Paris, il est accru et du coup, c'est très pratique. On peut trouver aujourd'hui des sacs à dos montés sur une trottinette ou autre. Et puis, il y a également le modèle qu'on pose sur les chariots, notamment les chariots en barque pour tout ce qui est voies ferrées, pour l'auscultation des voies ferrées. Voilà, donc là c'est l'aspect terrain. On a dit qu'on gagne énormément sur l'aspect terrain. On va voir avec mon collègue que j'ai omis de présenter, M. Oumouche, Youssef Oumouche, qui est le technicien du laboratoire de topographie. Là, le traitement. Il y a quelques années, vraiment, si on va dire le point faible des scanners laser, c'est le temps de traitement, parce que ça demande déjà une machine assez puissante, des ordinateurs assez puissants. Mais avec les dernières années, vraiment, les logiciels consomment beaucoup moins de puissance d'ordinateur, et puis le temps de traitement s'est accru. Donc j'ai fait mon acquisition, j'ai référencé mes points principaux. On va on va vous montrer un petit exercice qui a été fait ce matin après la mise en place de la salle et juste avant votre arrivée. On a qu'une demi-heure, donc on a voulu optimiser cette demi-heure. On a anticipé le relevé de terrain. Ça a été fait en 10 minutes. 10 minutes, 3 stations. Hier, on avait fait une mission complète avec 7 stations parce qu'il y a des zones d'ombre. Par exemple, derrière le poteau, là, elle est cachée. Il y a également derrière ce poteau, c'est un peu caché. Donc, on a fait un peu plus de stations. Mais avec 3 stations, on peut relever cette zone-là, cette salle-là, en 10 minutes, pas plus. Et puis, le géoréférencement, on a toujours besoin de la méthode conventionnelle. Kassim peut vous dire, on les a enseignés beaucoup sur ces méthodes conventionnelles, notamment pour le géoréférencement dans le système légal qui est RJF 93, que ce soit en Lambert 93 ou Lambert zone. Ça vous parle, j'espère, pas trop. Sachez que même les systèmes de coordonnées sont réglementés. Donc vous avez peut-être entendu un guichet unique. Comment on peut collecter toutes les données sur la même plateforme? Il faut qu'il soit toutes ces géodonnées, il faut que toutes ces géodonnées soient référées à un seul système de coordonnées. Sinon, on ne pourra pas les rassembler. Pour cela, on utilise le scanner, la station totale et également ce qu'on appelle par abus de langage que vous voyez par là, le GPS. Donc là, c'est un GPS ou plutôt un récepteur GNSS. Le GPS, c'est une constellation américaine. Sachez que ce récepteur, il peut communiquer avec des constellations de satellites
Galileo européenne, Beidou chinoise, GLONASS russe, ainsi de suite. D'accord. Les GPS, c'est purement américain, Global Positioning System. Et puis, ce qu'on utilise, nous, tous les jours pour se déplacer d'un lieu à un autre, c'est un système d'information géographique, c'est pas un GPS, c'est juste qu'on a un dispositif de positionnement. Le GPS ne sert que à déterminer la position, les coordonnées de la position, donc dynamiquement je me déplace, donc ça me détermine mes positions. Je me permets de fermer cette porte des coordonnées de GPS et ainsi de suite. Pour revenir pour le traitement, et donc on va voir avec Youssef comment ce nuage de points, donc on a fait 3 stations, 3 ensembles de nuages de points. Vous allez voir à l'écran sur le logiciel qu'il y a un nuage de points orienté dans un sens, l'autre dans un sens, ainsi de suite. Et on va faire l'appariement que chaque point retrouve son point équivalent dans chaque station pour après parler de traitement d'image. Et puis on va voir quelques productions, notamment comment on passe du nuage de points au AutoCAD pour des WG, comment on passe du scan to BIM pour le BIM. On fait la classification pour identifier la verdure, tout ce qui est bâti, tout ce qui est escalier, mur. On peut aller à ces détails automatiquement avec les logiciels. Dresser un modèle numérique de terrain, un MNT, ainsi de suite. On va revenir pour tout ça. Juste, je termine par l'aspect interopérabilité, où nos logiciels sont, généralement, quel que soit le logiciel, il y a 3 familles de logiciels aujourd'hui, commercialement parlant. Il y a d'autres logiciels à l'échelle de la recherche. Dans le monde, il y a essentiellement Sense, ou Sen plutôt, pardon, Sen de Faro, il y a Cyclone de Leica et Trimble Realworks de Trimble qu'on va utiliser là. Et tous ces logiciels, avec des performances pas forcément égales, sont capables d'interagir ou d'exporter ou d'importer des données de BIM comme le format IFC, de DAO, CAO, DWG ou microstation DGN, exporté en fichier KML pour le voir sur Google Earth, et ainsi de suite. Et pour les sachants techniquement, sachez que il y a le format E57 qui est le format utilisé, le format d'export commun, standardisé, qu'on peut exporter également. Et puis, il y a des solutions grand public. Donc, là, on a fait un nuage de points pour cette zone-là, on va la traiter, on va devant vous faire le traitement. Et puis, si vous voulez le résultat, même si vous n'avez pas le logiciel, même si vous ne connaissez rien de la topographie ou de la lasergrammétrie, vous pouvez faire des mesures très précises et avoir des informations concernant les coordonnées et tout ça. Et pas mal d'autres fichiers. ESTP, ce n'est pas un type de fichier, c'est l'école. C'est le logo de notre école. Ne mélangez pas. Voilà. Pour le calage, sachez qu'il y a différents types de calage avec des sphères, avec les damiers que vous voyez sur le mur. Vous voyez, on a décoré, nous, hier, avec ces damiers, cette salle-là, pour faire le calage, ou des nuages à nuages, et puis une opération d'affinage par le logiciel pour tout mettre correctement pour les matheux. Sachez que ça se fait par moindre carré, cet affinage-là. On a parlé de l'export, et voilà le traitement. On va passer sur l'écran de Youssef pour nous montrer comment on va acquérir un nuage de points et puis faire le traitement nécessaire. Je passe sur HDMI 2, 3. Donc là, on a une interface du logiciel Realworks. Ici, vous voyez, il y a 3 stations différentes.
Donc c'était gelé pour les gens qui connaissent AutoCAD. Et là, une station en jaune, une station en violet, une station en rouge. Donc un nuage de points, à peu près 1 500 000 points par station, qui sont, comme j'ai dit tout à l'heure, chaque station elle a son orientation. Nous, on va tout redresser dans la même direction, mais on va faire superposer, chaque point à son équivalent dans la station suivante. Donc on va commencer par cette étape de recalage par nuage de points, c'est-à-dire nuage à nuage. On ne va pas passer par des sphères. Bon, entre parenthèses, la méthode la plus précise, c'est par les sphères. Il reconnaît le diamètre du sphère. Il y a d'autres comme ce qu'on va faire là, par nuage ou par damier. Oui, je te laisse. Donc on a le scanner rouge, ou vert plutôt, qui va se coller, s'apparier sur le nuage de points rouge. Donc vous voyez ici, on a 1 million, peut-être que vous n'arrivez pas à lire, on ne peut pas malheureusement agrandir. On a 1 500 000 points par la première station et pareil un peu plus par la deuxième station. Et on va apparier ces deux stations-là pour que ça tombe parfaitement sur la même enveloppe. C'est bon? Donc cela, ça annonce une erreur de l'ordre de 1 mm. Donc on a 3000 points qui sont, l'écart type général, c'est de l'ordre, ou l'erreur moyenne quadratique, c'est de l'ordre de 1 mm. Vous avez vu, ça n'a pas pris plus de temps que de faire glisser, orienter, donc rotation, translation. Et là, on le fait sur ordinateur, mais sachez que ça peut se faire sur tablette, sur le terrain. Donc là, deux stations parfaitement, entre guillemets, relativement parfaitement appariées. Après, on rajoute la troisième. Donc celle de référence, c'est la rouge, et celle qui va être déplacée, c'est la verte. Donc elle a orienté ici Youssef, et puis elle déplace. Donc ne bouge, attends, stop. Bon, c'est pas grave. Il y a un léger, voilà, il y a un léger décalage. Le reste, c'est le logiciel qui va le faire. Donc pareil, 1 490 000. Donc on a parié ce 1 490 000 sur les 3 millions précédents, 3 millions des points précédents. Et pareil, on est à 0,6 cette fois-ci. On a amélioré la précision. Donc là, c'est deux affinages, deux opérations d'affinage intermédiaires. Il y a l'opération finale qui va se dérouler là. Donc, une fois c'est validé, le logiciel va calculer, on va faire le recalage final. Donc, vous voyez, ça n'a pas pris 1 minute. Ça n'a pas pris 1 minute. Généralement, on travaille avec une taille, un peu plus que ça. Mais hier, on l'avait fait avec cette station, ça n'a pas pris 4 minutes. Autrefois, vous savez, il y a quelques années, il y a 5 ou 6 ans, à la fin de la journée, on lance le traitement et le lendemain, on vient chercher le résultat. Là, on le fait sur terrain ou au bureau en quelques minutes. Oui, donc là, c'est bon. Et là, il reste la dernière opération. OK, merci. Là, et on va afficher le résultat des calculs. Oui, c'est un distance-mètre qu'on utilise chez les géomètres. Il a servi pour indicateur, parce que je ne l'ai pas. OK, donc tu lances, s'il te plaît, en fou. Le géomètre, il est présent dans la vie du projet. Avant le projet, il arrive pendant le projet pour l'implantation et après pour faire le recollement, la validation. Et vous voyez, il a toujours les outils pour trouver les solutions. Yes, c'est bon.
Ok, donc là, on va afficher, vérifier ce que plus précisément. Donc on est à 0,8 mm de précision. Je rappelle que c'est 3000 points en X, Y, Z avec une précision de l'ordre de 0,8 mm. Avec surtout une incertitude quasiment nulle. Vous voyez ici, on est sûr à 99% de l'étendue. Hein. Et puis le recouvrement station à une station de l'ordre de 80%. Donc là, à peu près 80% entre la deuxième station et la troisième. Pareil, on a 87, à peu près 90% de recouvrement entre la 1 et la 2. C'est que ça montre qu'il a bien choisi ses stations. Parce que où poser, c'est vrai qu'il fait 3 millions de points, mais il faut savoir où poser les stations pour tout prendre, pour avoir un bon recouvrement ici. Et voilà. Donc là, c'est les résultats. Je ne sais pas, il me semble que votre profil est technique, c'est pour ça que je me suis permis de parler un peu droit au but, un peu techniquement, mais c'est pas parce que j'ai un rapport de 0,8 mm en tant que géomètre, je vais dire que, vous voyez, j'ai un résultat de l'ordre du millimètre. Je ne vais pas m'engager sur le millimètre. Donc si vous êtes entrepreneur, ne demandez pas à votre géomètre avec ses instruments ou avec ses méthodes d'avoir le millimètre de précision. Là, avec ces méthodes-là, moi je m'engage à 5 cm de précision. C'est très bien déjà 5 cm. Vous savez peut-être pour les réseaux enterrés, on a classe de précision réglementée encore. Jusqu'à 40 cm. On a tolérance la meilleure. On a 3 classes de 0 à 40 cm, 40 à 1,50 m et plus que 1,50 m. Donc là, on n'est plus en 2019. On doit rattacher tout notre réseau à classe A, c'est-à-dire moins que 40 cm. Donc il y a les procédés de rattachement, il y a la qualité des points. On a parlé des points de rattachement avec GPS ou avec station totale. En soi, ils ont une certaine incertitude. C'est vrai qu'en relative, je m'engage à 1 mm ou 2 mm ou à 1 cm, mais en absolu, je ne peux pas m'engager à cette précision annoncée par le logiciel. Je m'engage à 5 cm parce que j'ai connaissance de la qualité de mon réseau de départ et des procédés que j'ai qui m'ont permis d'avoir les coordonnées. Donc là, c'est la première opération de recalage. On va passer à l'exploitation. Je suis géomètre, je vais dessiner un plan. Je suis architecte, je vais faire mes coupes, je vais faire mon plan de façade, ainsi de suite. Donc là, on passe à ce qu'on appelle production. Très bien, tu es déjà passé. Et sur... ah oui. Donc Youssef va nous faire une petite coupe. On commence par la coupe. Ok, quand tu veux. C'est toi le maître. Donc là, il définit sa coupe. Vous comprenez tout ce que c'est une coupe verticale. Pareil, on peut faire une coupe horizontale également. Donc là, une coupe, il s'agit d'un relevé d'intérieur. Donc il a pris le contour. Donc là, c'est les murs. Ici, c'est la porte d'entrée. Là, le petit rebord. Et puis voilà notre enveloppe. On peut faire des mesures ou après. Non. Donc on peut faire des mesures sur cette coupe-là. Voilà, donc Youssef est en train de l'exporter au format DWG. Si on n'est pas connaisseur de lasergrammétrie, on connaît ce que c'est un dessin assisté par ordinateur, donc on peut l'exploiter sur AutoCAD, faire nos cotations, faire nos mesures planimétriques ou altimétriques. Voilà, tu peux coter... ou après, il n'y a pas besoin. On fait également l'orthorectification.
Je ne sais pas, il me reste combien de temps, mais sachez que pour dresser un MNT, pour faire l'orthophoto, on va vous montrer un autre exemple d'orthophoto, parce que ça c'est un relevé d'intérieur, il n'y a pas grand-chose. On a scanné, Youssef il a scanné il y a quelques jours le bâtiment Joliot-Curie, il peut vous montrer les résultats en par orthorectification. Ça a pris beaucoup plus de temps, bien entendu, mais les conditions n'étaient pas exactement les mêmes qu'ici. Oui. Oui. Donc là, on peut faire notamment, là c'est un apport très très important des nuages de points, c'est qu'on peut extraire selon la thématique. On peut extraire des nuages de points selon la thématique. Donc là, par exemple, il propose d'extraire le plancher du plafond, des murs, oui, c'est pas mal. Et puis pour les points dont il ne va pas comprendre la thématique, il va mettre dans restant. Donc vous voyez, donc là c'est un code couleur selon la classe. Et puis on a ici les planchers, on peut laisser les murs seulement, on a isolé, donc ça fait une sorte de classification du nuage de points selon sa thématique. Là, le plancher de rez-de-chaussée, on a pris un seul niveau, ça sous-entend qu'il y a, voilà, qu'ils ne sont pas à la même altitude. C'est de... Ok. On va passer sur un autre... donc, sur ce cas de cette salle-là, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez prendre et travailler sur le nuage de points avec le SharePoint. Donc, voyez, ce que vous voyez ici, ce n'est pas des images, ce n'est pas des vidéos, c'est des nuages de points. On va demander à Youssef de faire des mesures et on va les comparer avec ce qu'on a ici. Attention, je vais lancer une onde laser. Donc, hop. Là, je ne vais pas te dire j'ai combien. Ah, là, non, c'est bon. Je prends de ces deux murs-là. Tout à l'heure, il y avait un autre atelier. Décidément, tout à l'heure, on avait mesuré cette distance et on était à quelques millimètres, un dixième de millimètre, ce qu'il avait mesuré et moi-même. Et là, entre ce mur et l'autre mur, j'ai eu 1300. 8 mètres et 300. Ok, on est à 5 dixièmes du millimètre, c'est ça? C'est la crochette qui est différente. Oui. Donc là, c'est important, même pour ces cotations-là, il faut savoir où taper. Taper à l'angle n'est pas taper à cet endroit avec les différences de nuages de points. Et je rappelle encore, c'est des nuages de points. Là, il nous demande un exemple de hauteur sous plafond. J'ai 3,344. Lui, donc on est à 1 millimètre de différence. Donc sur cette plateforme ou cet outil qui est grand public, on peut faire des mesures très très précises sans aller sur l'endroit. On passe sur un exemple de Joliot-Curie. On a un bâtiment Joliot-Curie. Donc là, c'est pas la même catégorie de nuages de points, on est à l'extérieur. Là, notre bâtiment Joliot-Curie, là où il y a l'administration de l'ESTP. Encore une fois, c'est un nuage de points, ce ne sont pas des photos. Donc, on va aller droit au but. Je ne sais pas, il nous reste combien de temps. Peut-être qu'il est quelle heure? 14h09. Donc, on va vers vite. Donc, ici, on va lancer la classification. Il va déterminer les plafonds, la végétation, les murs. C'est ça?
Donc, vous voyez, donc le sol, là, c'est le terrain naturel. Or, la zone bâtie, c'est celle-ci, là où figure un trou. Le bâtiment en soi. Donc, tout ça, automatiquement, et en très peu de temps, ça a pris combien de temps? Ça a pris 5 minutes. 5 minutes, en 5 minutes, il a différencié un point d'un autre sur un ensemble de combien? 20 millions, 50 millions? 30 millions. Oui, 32 millions de points. 342 millions. 342 millions de points, là ce qu'on voit ici. 8 stations ou un peu plus? Non, 22 stations. 22 stations. On les voit ici. Excusez-moi. Oui. En fait, j'aimerais savoir pour la mesure du toit, vous avez utilisé quoi? En fait, on a fait une station haute. On n'a pas utilisé de drone. Oui, on peut coupler, parce qu'on peut monter le Rigel sur drone. Aéroporté, mais on n'a pas fait. Il y a, je ne sais pas si vous connaissez, Kassim connaît le bâtiment Galilée. On est monté sur le bâtiment Galilée, puis ça nous a permis de monter. Il y a juste un palier au niveau du premier étage. On n'est pas monté sur le toit. Voilà. C'est bon? Oui. Qu'est-ce que tu veux montrer? C'est bon. Donc on a fait le tour à peu près. Aujourd'hui, c'est une technique, je dirais pas émergente. Je ne connais pas un cabinet de géomètres, notamment en région parisienne, qui ne dispose pas de scanner laser. Encore une fois, ça a été facilité par l'avancement des logiciels. Dans le monde de R&D, je sais que nos confrères à l'ENSG, l'école là où j'ai fait mes études, l'École nationale des sciences géographiques, font des grands progrès en matière de logiciels de scanner laser. On avait commencé, c'était il y a très longtemps. Il y a un logiciel qui s'appelle Micma, qui est très puissant également, open source. Le temps de traitement devient relativement faible, ce qui fait que la méthode elle est très généralisée partout, et surtout que ça ne prime pas sur la précision, et le géomètre, son souci, c'est la précision. Voilà. Les 22 points, c'est les triangles orange. 22 stations, donc 22 emplacements, ça on appelle une station, 22 emplacements du même scanner. Et avec la moitié, avec 11, on aurait presque eu le même résultat, sauf que vous avez... Oui, peut-être, oui. Il a le sens de rigueur, Youssef, voilà, mais peut-être avec 15, on aurait eu le même résultat. Oui, tout à fait. Oui. Est-ce qu'il y a un droit spécifique pour connaître les stations? Pardon? Est-ce qu'il y a un droit spécifique pour connaître les stations? Une règle, c'est ça? Un endroit spécifique. En fait, il faut éviter d'être en face de la cible. Toujours laisser un petit angle de l'ordre de 30 degrés. Et puis, pour l'emplacement, comme vous avez vu, le taux de recouvrement, il faut penser à la station d'avant, station d'après et celle d'avant. Donc, il faut garder un recouvrement assez important. Comme la méthode de photogrammétrie, on utilise beaucoup cet aspect de recouvrement. Oui. Des références, c'est des référencements, c'est ça? Oui. J'ai répondu à votre question. Donc Youssef vous dit que, vous voyez ici, donc là c'est les stations en bleu, en triangle, et là, vous voyez, il y a pas mal de points de géoréférencement. Tout simplement, c'est des damiers, comme vous voyez là-bas, noir et blanc, sur ce mur. Donc c'est des damiers, on peut zoomer un peu, oui. Voilà, donc ça c'est du nuage de points, c'est pas des photos. Donc, oui, tu viens sur, juste en face, voilà, les damiers qui ont été collés là. Donc, on prend en considération recouvrement station par rapport à l'autre, et puis nos points de géoréférencement. Oui, je reviens. Oui. Les couleurs, c'est le laser qui directement sait quelle couleur. Oui, en fait, là, c'est du nuage de points. Mais on a cet instrument, il fait les faisceaux laser, mais il capte des photos également. Donc la teinture des nuages de points, elle est héritée des photos. C'est le laser qui sait.
Oui, sinon on peut faire le RGB, on fait les numéros, tu peux... Donc on a plusieurs choix, le RGB, la classe, RGB, Red, Green, Blue, RVB, rouge, vert, bleu. Voilà, là c'est dégradé de gris, niveau de gris. Ça c'est par station. Voilà, là c'est chaque station, chaque nuage de points. Ou par classification, tu peux faire par classification, c'est important. Tu as fait la classification ici? Bon, oui, dans l'attente. Donc, et par rapport à ce qu'elle a demandé, en fait, vous faites une superposition des nuages de points avec les images donc captées par cet appareil. Oui, c'est ce qu'on appelle l'opération de recalage. Le recalage, ça se fait nuage à nuage, donc visuellement, et après le logiciel, il lance ses calculs. Okay. Et du coup, en plus de ça, j'aimerais savoir, vous avez parlé des logiciels que vous utilisez. Est-ce qu'avec Covadis, on peut extraire ces données? Oui, donc on exporte à AutoCAD. Covadis, c'est un plugin qui tourne sur AutoCAD. Et du coup, voilà, donc là, Covadis, comme vous voyez, là, vous voyez le logiciel Covadis. Donc on peut faire notre MNT sur ces points 3D, si vous voulez ce qu'appelle Covadis. Tu peux cliquer sur un point, il est... Merci. Merci.